Bienvenue sur Africa 24 au sommaire de ce QG News. Affaire des milliards de francs CFA de la Guinée à destination de Dubaï est saisie par la douane sénégalaise. Précision du gouverneur de la Banque centrale guinéenne dans cette édition. En Centrafrique, au moins 17 ex-combattants de la Séléka ont perdu la vie lors d'affrontements qui ont éclaté entre deux factions rivales de cet ancien groupe rebelle. Ces heurts pourraient avoir un impact négatif sur les négociations de paix. Et puis focus à la fin de ce journal sur Raymond Cameleux qui entend bien profiter de sa retraite et au maximum et notamment en faisant de l'activité physique. Et pour cause, le marcheur camerounais vient de parcourir en 7 jours 309 km. Plusieurs milliards de francs CFA, c'est le montant qui a été retenu par la douane sénégalaise à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, un montant en provenance de la Guinée voisine attribué par la presse au pouvoir de Conakry. Aujourd'hui, Lounseni Nabé, le gouverneur de la Banque centrale guinéenne, apporte sa précision. Et pour cause, ce qui pose problème, c'est que ce transfert de fonds n'a pas été déclaré ni par les services financiers ni par les autorités guinéennes. Ibra Khadindiaï. Affaire des milliards de francs CFA de la Guinée à destination de Dubaï saisie par la douane sénégalaise. Les précisions du gouverneur de la Banque centrale guinéenne. C'est une affaire qui continue de faire beaucoup de bruit dans la presse guinéenne mais également sénégalaise. Le 8 août dernier, la douane sénégalaise avait intercepté l'équivalent de 10 milliards de francs CFA à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Un transfert de fonds qui n'aurait pas été déclaré par les services financiers et les autorités guinéennes. Ces fonds devraient être acheminés à des banques de Dubaï. Pour la presse qui a révélé l'affaire, l'argent appartient au pouvoir guinéen. Après les démentis de ce dernier, le gouverneur de la Banque centrale guinéenne a souhaité à son tour apporter des précisions sur le montant précis du transfert. Pour lui, ce mouvement financier est une routine et rentre dans le cadre du fonctionnement normal de l'institution. D'abord, c'est vrai qu'il ne s'agissait pas de 4 milliards. 4 milliards de francs CFA, c'est l'équivalent de 8 millions de dollars. Le montant dont il s'agit, c'était 20 millions de dollars. Bon, c'est vrai, c'est pour la Banque centrale, pas pour une autre personne, ni physique, ni morale. C'est une opération de la Banque centrale. Le chef de l'État, ni aucune personnalité politique administrative, aucune autre personnalité n'a absolument rien à voir avec ce dossier. Il s'agit tout simplement des fonds que les banques commerciales versent à la Banque centrale en charge pour elles de les transférer auprès de ses correspondants étrangers. C'est une opération très courante, une opération, dans notre point de vue, banale, une opération que fait la Banque centrale, ce que font les autres banques centrales, que font des banques commerciales aussi, dans d'autres réglementations bancaires. Conakry refute pour sa part toute liaison de près ou de loin avec ce transfert. Le porte-parole du gouvernement, Damantang Albert Camara, dénonce ce qui est selon lui une interprétation de la presse dans cette affaire. C'est une forme de communication qui relève tout ce qui peut y avoir de pernicieux lorsqu'une information est volontairement détournée et travestie. Et c'est vraiment dommage qu'un quotidien sénégalais, qui fait partie d'une presse qui est réputée pour quand même son professionnalisme, soit laissé aller à des interprétations et un amalgame. Je crois que l'explication que la Banque centrale de Guinée a donnée est suffisamment claire. Pour ça, il n'a jamais été question de l'argent appartenant à quelque autorité que ce soit, encore moins le chef de l'État. Nous espérons franchement que ce quotidien fera le nécessaire pour établir la vérité dans ses prochaines parutions. Depuis que la Guinée est rentrée dans sa place démocratique, jamais il n'a été question pour notre gouvernement de demander des droits de réponse ou d'attaquer un journal de quelque manière que ce soit. Mais là, quand même, c'est quand même une histoire qui défraie la chronique. Les autorités sénégalaises, par l'intermédiaire du ministre de l'Économie et des Finances, étaient intervenues pour débloquer cet argent selon la presse locale, lui permettra ainsi de poursuivre son chemin. En République centrafricaine, au moins 17 personnes, tous des ex-combattants Séléka, ont été tuées lundi lors de violents affrontements qui ont éclaté à Bambari entre deux factions rivales de cet ancien groupe rebelle. Un événement qui met en lumière les querelles intestines de la Séléka et qui pourrait bien mettre en péril les actuelles négociations de paix. Le point avec Aminata Diak. Bambari, dans le centre de la Centrafrique, a été le théâtre d'affrontements ce lundi entre deux factions rivales de l'ex-rébellion Séléka. Selon un officier de la MISCA, témoin des violences, les combats ont opposé le groupe du général Joseph Zundeko, chef d'état-major de l'ex-coalition Séléka, et celui du général Ali Diarras. Un bilan provisoire fait état d'une vingtaine de morts dans les deux camps. Ces deux factions se battent globalement parce qu'elles ne sont pas d'accord sur l'accord de Brazzaville.
Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est lié au contrôle, bien entendu, du territoire au nord, mais aussi un certain nombre de mines de diamants. C'est une situation difficile dans la mesure où Djotodia, qui avait été élu président de Sénégal, n'arrive pas à contenir ni à maintenir ses troupes. Certains spécialistes estiment que ces violences risquent de ralentir à nouveau la poursuite des négociations entre le gouvernement et les groupes armés. Cette bataille qui oppose les deux factions risque de fragiliser la paix en République centrafricaine et risque de retarder le dialogue national inclusif qui va se mettre après le gouvernement de transition qui compte à peu près une trentaine de ministres. Il semble que le gouvernement risque de connaître quelques difficultés dans la mesure où à la table de négociation, on ne sait pas de Séléka qu'on connaît un certain nombre de représentants, mais vous avez des tendances dissidentes. La situation sécuritaire en Centrafrique reste fragile. Depuis sa signature, l'accord de Brazzaville a été violé à plusieurs reprises sur le terrain, une situation qui empêche le bon déroulement du processus de paix. Le rat est une plante cultivée dans une grande partie de l'Afrique de l'Est et vendue pour être mastiquée. La mastication du rat est en effet une tradition ancestrale, mais considérée comme une drogue. Son commerce est illégal au Royaume-Uni, par exemple. Depuis, les prix ont chuté au plus grand plaisir des revendeurs en Somalie qui font d'énormes profits, comme nous l'explique tout de suite Florencia Saint-Poré. Ici, dans la capitale somalienne Mogadiscio, mâcher du cat est une tradition ancestrale. Tous les jours, des dizaines de camions arrivent dans les marchés locaux de la ville et déchargent des sacs de feuilles de cat qui galvanisent les foules. Depuis peu, le prix du cat a baissé. Le kilo est passé de $30 à $18. Une nouvelle qui réjouit les Somaliens. Le cat est maintenant abordable et c'est mieux pour nous. Avant, je gagnais une dizaine de dollars et parfois moins. Il m'est arrivé plusieurs fois de ne rien vendre. Maintenant, je réussis à les écouler avant la nuit. Actuellement, mon bénéfice quotidien est de $20, voire plus. Auparavant classée drogue illicite, les autorités créaient la naissance d'un marché clandestin et lucratif grâce au cat. Mais la baisse du prix de la plante est accueillie positivement par les consommateurs somaliens. Je suis un apprenti maçon. Je gagne environ $10 par jour. Je mâchais le cat une fois par semaine car il coûtait environ $6. Mais aujourd'hui, il coûte seulement $1. Maintenant, j'en mâche quotidiennement. Je peux même en acheter pour mes amis. Mais alors que les défenseurs du cat en font la promotion, les détracteurs de la plante en dénoncent les dérives, responsables, selon eux, de la situation économique et politique du pays depuis 20 ans. La baisse du prix du cat va augmenter le coût de la vie. En plus maintenant, de plus en plus de mères et de filles mâchent du cat. Avant, il était rare de voir les femmes acheter du cat au marché ou mâcher du cat avec des hommes. Le gouvernement somalien a annoncé la publication de nouvelles données de santé après la baisse du prix du cat. Le taux de consommation devrait atteindre un pic dans les prochains mois. Comment ramener la sécurité, la stabilité en Libye après la 4e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye qui s'est tenue ce lundi au Caire, capitale égyptienne? Des voix s'élèvent pour affirmer le besoin d'une aide internationale pour permettre la pacification de ce pays en crise. Un sujet d'Ibra Hadindiaï. La Libye a besoin d'aide étrangère pour vaincre les milices islamistes. C'est l'analyse de Khalid Salim, un chercheur égyptien. Selon lui, la violence en Libye trouve son origine dans la multiplication des milices rivales. La milice en Libye est soutenue et financée par des forces politiques locales et étrangères. Elles refusent de désarmer et veulent tous une part du pouvoir et de la richesse dans le pays. Cela a entraîné le pays dans la tourmente. Ces combats sont le résultat de la crise politique entre les islamistes et le Parlement sortant qu'ils contrôlaient. Aux affrontements fratricides s'ajoutent ceux entre milices pour le contrôle de l'aéroport international de Tripoli. Lundi 25 août, à l'occasion de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye, Mohamed Abdelaziz, le ministre des Affaires étrangères libyen, a lancé un appel pour la protection internationale des principales institutions de l'État, notamment les champs pétroliers et les aéroports. Il est pratiquement impossible pour Abdelrazak Naduri de remporter le combat contre le terrorisme parce que la taille des milices armées, leurs ressources financières et la force militaire ne sont pas égales. Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Sinon de collaborer avec certains chefs de milices en mettant la pression sur Al-Qaïda et sur d'autres extrémistes, mais c'est extrêmement difficile. Sur le plan politique, le Congrès général national, dont le mandat a pris fin, a nommé au poste de Premier ministre Omar Al-Assi une figure soutenue par les islamistes. Ce dernier devrait former un gouvernement de salut national.
Au Cameroun, Raymond Kamle vient de rééditer son exploit de 2013. Le marcheur camerounais vient de parcourir en 7 jours les 309 km qui séparent Bafoussam dans la région de l'Ouest de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Objectif poursuivi par cet officier à la retraite, inciter les Africains du 3e âge à pratiquer une activité sportive. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. Une marche solitaire de 309 km pour inciter les Africains du 3e âge à pratiquer le sport. C'est l'exploit que vient de réaliser le Camerounais Raymond Kamle à l'âge de 60 ans. Parti de Bafoussam dans la région de l'ouest du Cameroun pour Yaoundé dans la région du centre, ce lieutenant à la retraite de l'armée de terre a couvert les 309 km en 7 jours, soit une moyenne de 45 km environ par jour. Pour ce chef de famille marié et père de 11 enfants, pratiquer une activité sportive dans la vieillesse entretient l'organisme. Des personnes de mon âge, du 3e âge, le message que je peux leur donner, c'est de faire le sport quotidiennement, pratiquer le sport quotidiennement. Je ne leur demande pas d'aller à Bafoussam et faire comme moi. Non, c'est un exemple que je donne. Ils peuvent faire quotidiennement 3 à 5 km. Ils trouveront toujours la santé. L'exploit de cet ancien gardien de but et adepte du 5000 mètres est diversement apprécié par ses concitoyens. Oui, c'est vraiment louable, c'est vraiment encourageant, c'est vraiment honorable parce que beaucoup de vieilles personnes, les personnes du 3e âge, ont tendance à m'abandonner. Un vieux père comme ça, il continue, il sort à Bafoussam, il marche jusqu'à arriver ici à Yaoundé là, vraiment, moi-même ça me dépasse. Je pense que c'est assez extraordinaire pour un monsieur de cet âge-là. Il peut le faire d'une autre manière. Peut-être il peut ouvrir une salle de sport et puis inviter les personnes du 3e âge à venir. C'est la 2e fois en 2 ans que Raymond réussit ce challenge sur le même itinéraire. L'année prochaine, il sera à nouveau au rendez-vous pour un parcours encore à déterminer. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.